Très bon après-midi à vous tous. Donc, je défendrai donc le point contre. En français, c'est mieux qu'en anglais parce que j'ai toujours un peu de mal à être ce qu'on appelle the con. Mais bon, en français, c'est probablement plus facile. Alors, j'ai des conflits d'intérêts et je les ai indiqués sur la diapositive. Ça concerne mes relations avec l'industrie pharmaceutique. Ma première diapositive est assez proche de celle de Matteo. Il y a effectivement probablement 4 raisons conceptuelles qui sont en faveur de l'utilisation d'une bithérapie dans le traitement des infections sévères, en particulier dans les unités de soins intensifs. La première, bien sûr, qui est une évidence, si l'infection est une infection polymicrobienne, qui combine, par exemple, un staph doré méthicilline résistant avec une entérobactérie ou tout au moins un bacille à gram négatif, très clairement, dans cette situation-là, on sera obligé d'utiliser une bithérapie et je crois que c'est clair pour tout le monde. La deuxième raison, bien sûr, c'est, et Matteo a beaucoup insisté là-dessus, et je le rejoins, nous sommes confrontés à un certain nombre de situations où l'infection peut être due à des bacilles à gram négatif résistants qui nécessitent forcément un traitement initial approprié pour améliorer le prognostic. Et nous sommes souvent contraints dans cette situation à utiliser une bithérapie. Je reviendrai là-dessus parce que je pense qu'on va probablement trop loin dans cette situation-là. Le troisième élément conceptuel en faveur de la bithérapie, c'est de penser qu'en utilisant 2 antibiotiques synergiques, on puisse améliorer l'efficacité microbiologique. Et j'ai réuni sous ce chapitre un certain nombre des éléments conceptuels avancés par Matteo. Et puis, finalement, il y a aussi ce rêve qu'en utilisant 2 antibiotiques au lieu d'1, on pourrait éviter l'émergence de souches résistantes au cours du traitement. Je pense qu'il s'agit essentiellement d'un rêve. Je veux dire, les infections auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas des tuberculoses, par exemple. Alors, en ce qui concerne le premier élément conceptuel, c'est vrai que très souvent, nous sommes amenés potentiellement à couvrir l'hypothèse d'une infection qui serait causée par un staph doré métillaire. Mais très simplement, la situation épidémiologique auquel nous sommes confrontés maintenant dans notre pays, tout au moins, mais aussi dans beaucoup de pays européens, c'est une modification drastique de l'épidémiologie des infections à staph doré métillaire. J'ai indiqué sur la diapositive les données épidémiologiques dans mon propre hôpital, mais c'est probablement exactement la même chose dans beaucoup d'autres hôpitaux et aussi dans beaucoup d'autres régions européennes. Donc, la pression en faveur d'une utilisation systématique d'une combinaison d'antibiotiques couvrant staph doré métillaire est probablement, à la date d'aujourd'hui, beaucoup plus faible. Et il me semble en fait nécessaire d'utiliser dans le traitement empirique soit du linezolide, soit un glycopeptide, que dans un nombre de cas finalement très limité. J'ai indiqué sur la diapositive probablement les 4 situations qui peuvent justifier, dans le cadre d'un traitement empirique, de couvrir staph doré métillaire. C'est en tous les cas l'algorithme qu'on utilise dans mon propre service. Et en fait, ça correspond à des situations encore finalement relativement rares, pour ne pas dire très rares. Et je crois que c'est vraiment la situation dans beaucoup de nos unités. Effectivement, nous sommes obligés souvent, parce que nous sommes confrontés à des infections à bacilles à gram négatif potentiellement très résistants, de mettre en place une combinaison d'antibiotiques initialement, simplement pour élargir le spectre d'activité. Et effectivement, on a des données très solides appuyant ça. J'ai choisi de vous montrer un travail de Martinez, publié récemment, mais tous ces travaux, on peut les lire de 2 façons. Quand effectivement
l'infection est due par exemple par une souche de Pseudomonas aeruginosa, utiliser une monothérapie, y compris par une bêta-lactamine à très large spectre, effectivement, dans la plupart de nos unités de soins intensifs ou de réanimation, cette monothérapie sera efficace, au sens bactériologique du terme, dans environ 2/3 des cas. Et très clairement, si on associe cette bêta-lactamine avec un aminoglycoside, on va augmenter le pourcentage de cas où on va être actif sur la souche de Pseudomonas. C'est vrai aussi pour les autres agents pathogènes que j'ai indiqués en rouge sur la diapositive. Mais vous voyez qu'à côté de ces micro-organismes rouges, il y a un nombre important de bactéries pour lesquelles le gain par rapport à une monothérapie quand on utilise une bithérapie est en fait très faible, pour ne pas dire inexistant. Et donc en fait, notre problème n'est probablement pas d'utiliser, y compris dans le traitement initial, une bithérapie, mais simplement d'être capable d'identifier dans quelle situation on est. C'est probablement de temps en temps difficile, mais il y a un certain nombre de situations où très clairement, on n'a aucun argument pour penser que l'infection peut être due à une de ces souches indiquées en rouge. Et dans le cas contraire, nous avons des données extrêmement solides, montrant qu'il n'existe aucun bénéfice clinique en faveur d'une bithérapie par rapport à une monothérapie. Et j'ai choisi de vous montrer 2 travaux qui sont des études randomisées, contrôlées, en double aveugle, montrant l'absence de bénéfice. Le premier travail est le travail de Deren Eland, qui est la deuxième partie de son travail. Donc, c'est 740 patients suspects d'avoir développé une infection bronchopulmonaire sous ventilation mécanique dans des unités de soins intensifs canadiennes, en excluant les patients a priori colonisés par des souches de Pseudomonas, de Staph doré métière ou les malades immunodéprimés, donc une catégorie bien précise de malades. Et Matteo vous a montré une sous-étude de celle-ci, et je vous rappelle que sur les 740 patients, finalement, seuls 56 patients étaient infectés par une souche de Pseudomonas aeruginosa, démontrant la possibilité clinique de séparer ces patients qui nécessitent probablement une bithérapie initialement du reste des patients. 56 patients versus 700 patients. Donc vous voyez qu'il y a une place prépondérante pour la monothérapie. Et dans cette étude, il n'y a absolument aucune différence, et il s'agit d'une étude randomisée contrôlée, en faveur de l'association méropenem plus ciprofloxacine versus méropenem plus placebo. La deuxième étude randomisée contrôlée montrant l'absence de bénéfice de la bithérapie a été effectuée par nos collègues allemands, a été rapportée l'année dernière dans le JAMA. Sont des patients qui ont un sepsis ou un choc septique, admis en unité de réanimation. Vous voyez que leur score SOFA à l'admission est quand même confortable, puisqu'ils ont un score SOFA supérieur à 9, donc c'est bien des patients sévères. Et vous voyez que méropenem tout seul versus méropenem plus moxifloxacine, aucun bénéfice sur l'évolution du score SOFA au cours du temps, et bien sûr aussi aucun bénéfice en termes de survie dans cette étude, qui est probablement, à la date d'aujourd'hui, l'étude la plus solide sur le plan méthodologique. Donc, mon sentiment personnel, c'est que dans beaucoup de situations, y compris à la date d'aujourd'hui, il y a la place pour utiliser une monothérapie, même dans le traitement empirique, à condition d'être capable d'écarter les patients chez lesquels la probabilité que l'infection soit due à un germe difficile à traiter avec un risque d'échec ou d'inappropriation d'une monothérapie. Et donc le problème, et vous reconnaissez ici les recommandations de l'ATS et de l'IDSS pour les pneumonies nosocomiales, je veux dire, il y a la place, dans le cadre en particulier des infections précoces en réanimation et en l'absence de facteurs de risque pour que le patient soit infecté
par une bactérie difficile à traiter, il y a la place indiscutablement pour une monothérapie, y compris initialement. Et j'aimerais, pour illustrer ce point, revoir avec vous l'espèce de saga qui concerne, vous savez, ce nouveau concept de Healthcare Associated Pneumonia, qui est un concept auquel on a contribué un peu à son émergence, qui est, dans le cadre des pneumonies communautaires, d'isoler les patients qui ont des facteurs de risque pour être infectés par des bactéries résistantes. Pour moi, l'association céphalosporine de deuxième génération plus macrolide, son bénéfice qui est indiscutable, et il s'agit effectivement d'une combinaison d'antibiotiques, mais probablement l'efficacité du macrolide n'est pas en rapport avec son activité d'agent anti-infectieux, mais probablement, comme l'a dit Matteo, du fait d'une activité immunomodulatrice. Ce qui est intéressant, dans le cadre de ce concept des Healthcare Associated Pneumonia, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de facteurs de risque qui sont maintenant bien individualisés et qui nous permettent de suspecter la possibilité que l'infection soit due non pas simplement à un pneumocoque ou une entérobactérie sensible aux antibiotiques, mais potentiellement due à une bactérie difficile à traiter. Vous voyez la liste de ces facteurs de risque potentiels. Ce qui est important, c'est que dans ce cadre-là, vous voyez que la proportion, c'est une étude très importante publiée dans le Blue Journal il y a quelques mois, 746 pneumonies communautaires, vous voyez que même quand il existe 2 facteurs des risques indiqués sur la diapositive précédente, la proportion de patients en fait nécessitant des antibiotiques à très large spectre, c'est un peu moins de 22%. À partir de là, et c'est la stratégie que je propose, c'est qu'on peut probablement dessiner des algorithmes décisionnels qui permettent d'épargner l'usage d'antibiotiques à très large spectre ou de combinaisons d'antibiotiques. Est-ce qu'en utilisant 2 antibiotiques synergiques, on peut améliorer leur efficacité, l'efficacité microbiologique du traitement? On a des données, effectivement, en particulier dans des modèles animaux, pas dans tous d'ailleurs, mais dans certains modèles, on peut montrer facilement que la combinaison d'une bêta-lactamine avec un aminoglycoside permet d'avoir une efficacité bactériologique. C'est un travail très ancien. Vous voyez quand même que c'est un modèle très particulier. C'est des animaux infectés par Pseudomonas aeruginosa avec un inoculum extrêmement lourd et des rats qui ont été rendus neutropéniques par un traitement préalable par de la cyclophosphamine. Matteo vous a montré cette régression méta-analyse faite par notre collègue canadien Kumar, qui est des données importantes à prendre en compte. Sur la partie gauche de la diapositive, c'est une méta-régression de l'ensemble des études observationnelles qui ont comparé une mono versus une bithérapie initiale. Et vous voyez qu'effectivement, quand la probabilité initiale de décès est élevée, supérieure à 25%, chaque point correspond à une étude. Vous voyez, tous les points sont en dessous de la ligne d'identité en faveur donc d'une bithérapie. De façon intéressante, quand les malades ont une probabilité de décéder faible, c'est-à-dire quand la gravité de leur infection est modérée, vous voyez qu'à l'inverse, les points se situent au-dessus de la ligne d'identité. Donc probablement, chez les malades les plus graves, en choc septique, il est nécessaire initialement peut-être d'utiliser 2 antibiotiques. Mais, et Matteo, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Matteo sur ce sujet-là, ça concerne le traitement initial de l'infection. Et nous avons maintenant des arguments très solides pour montrer qu'après J3, voire J5, il n'y a plus aucun bénéfice en faveur de la prolongation de la bithérapie. 600 infections bactériémiques à Pseudomonas aeruginosa. Carmen Peña, une étude observationnelle prospective, réellement prospective, conduite en Espagne, où les auteurs ont évalué le bénéfice potentiel d'un traitement combinant 2 antibiotiques. Premièrement, ils montrent qu'effectivement, si initialement le patient reçoit aucun antibiotique actif sur la souche de Pseudomonas, vous voyez que la mortalité est beaucoup plus élevée. Par contre, en revanche, si le patient, que ce soit une mono ou une bithérapie, exactement la même mortalité. Et en particulier, si on prend le traitement définitif après J3,
Et si on compare les patients qui ont été traités par une monothérapie après J3 versus ceux qui ont reçu pour l'ensemble, pour la durée totale du traitement, 2 antibiotiques, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun bénéfice. Est-ce qu'on peut éviter l'émergence de sous-résistance sous traitement antibiotique? Je vais aller très vite. À la date d'aujourd'hui, aucune donnée ne montre ça. Et d'ailleurs, c'est d'une logique imparable. Je vous rappelle que l'émergence de la résistance se fait probablement au niveau du site infecté, mais essentiellement au niveau des flores commensales, en particulier au niveau des flores digestifs. En conclusion, et je rejoins probablement la conclusion de Matteo, utiliser 2 antibiotiques initialement est probablement justifié chez les patients qui ont des facteurs de risque pour être infectés par des bactéries difficiles à traiter, multirésistantes, qui sont neutropéniques ou qui ont une gravité initiale importante, par exemple les patients en choc septique. Mais si on fait ça, c'est avec la nécessité de coupler cette stratégie avec une désescalade des J3 ou des J5, restreignant cette antibiothérapie à une monothérapie. Je vous remercie.